Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de disparition, une disparition à ce jour qui reste irrésolue. On va parler de Mathis Jouanneau, 8 ans au moment des faits, disparu depuis quelques années maintenant et dont le visage hante encore bon nombre de personnes. Étonnamment, une avancée assez significative du dossier a eu lieu cette année, en 2024, et permet d'orienter vers une hypothèse qui malheureusement ne présage rien de bon pour l'enfant disparu. On se retrouve juste après ça. Mathis Jouanneau naît le 20 juin 2003 à 8 ans au moment de sa disparition. Petit garçon enjoué et heureux, il est le fils de Nathalie Barret et de Sylvain Jouanneau. Nathalie, elle, est un peu plus âgée que le père de Mathis. En effet, au moment de leur rencontre en 2001, elle a 36 ans et lui 27. Nathalie a eu 2 autres enfants, 2 garçons, Vincent et Thomas, d'un premier mariage. Elle divorcera d'avec son premier mari après 17 ans d'union, puis elle rencontrera Sylvain sur internet. Pour elle, au départ, c'est l'amour de sa vie. 2 ans plus tard d'ailleurs, ils se marient, plus précisément en avril 2003, et Mathis verra le jour 2 mois après, en juin de la même année. Le domicile familial se situe dans le département de Seine-Maritime, situé en région Normandie. Elle, donc Nathalie, est vendeuse dans un magasin de jouets en bois, tandis que Sylvain, lui, est un ancien cadre divorcé devenu maçon. Rapidement, des conflits sur les méthodes éducatives de Mathis fragilisent le couple. Sylvain, qui semblait être fragile psychologiquement, aimait son fils mais était très strict avec, selon ce que rapporte Nathalie. Il ne semblait pas y avoir de juste milieu. De plus, 1 an après la naissance de Mathis seulement, Nathalie apprend en juillet 2004 que son compagnon l'avait trompée. Suite à cela, Nathalie rapporte que Sylvain avait essayé de la convaincre d'avoir plusieurs femmes, ce qu'elle n'a évidemment pas accepté, même s'il lui faisait apparemment du chantage pour arriver à ses fins. Et lorsque des conflits éclataient dans le couple, Sylvain se renfermait complètement. Un jour, il s'était même allongé au sol et ne bougeait plus. Malgré les sollicitations de Nathalie pour communiquer avec lui et échanger, il restait complètement mutique et ça avait même inquiété Nathalie au point qu'elle appelle les secours. Sylvain a donc pendant un temps été hospitalisé. Il avait été confronté à des périodes dépressives importantes. Lui, de son côté, n'acceptait apparemment pas ses problèmes de santé et donc les réfutait en refusant les soins qui lui avaient été proposés. Nathalie rapportera que Sylvain avait des, je cite, comportements limite proches de la bipolarité, ce que lui réfute complètement. En gros, lui, de son côté, il dit que elle a essayé de faire croire ça à tout le monde pour le décrédibiliser un petit peu. Depuis début 2006, soit environ 2 ans et demi après la naissance de Mathis, plus rien ne semblait aller dans le couple, mais aussi entre Mathis et son père. En effet, des fois, Sylvain s'isolait complètement dans le domicile familial, où il s'isolait carrément dans tout un étage et il ne parlait plus à son fils. Suite à toutes ces difficultés que je viens de vous énoncer, Nathalie donc décide de quitter Sylvain. Et après l'annonce de la séparation, ce dernier va faire quelque chose qui va choquer profondément Nathalie et qui va même l'écœurer. Il va, selon les propos de la mère de Mathis, je cite, essayer de se débarrasser de son fils en le monnayant. En effet, Sylvain va demander à Nathalie de signer un document où elle renonce à la pension alimentaire
alimentaire où elle s'engage à ne jamais lui réclamer et de son côté, lui, il renonce à la garde de Mathis. Elle le signe donc et part avec son fils 2 jours plus tard, soit le jour de l'anniversaire de Sylvain, le 18 février 2006. Mathis et sa mère reviennent habiter sur Caen, dans le Calvados, toujours en région Normandie. La procédure de divorce étant enclenchée, Nathalie va être accompagnée d'une avocate qui va l'accompagner dans toutes ses démarches. Lorsque cette dernière découvre le protocole d'accord passé entre Nathalie et Sylvain, elle affirme que ce document n'a aucune valeur légale et elle explique à sa cliente qu'il faut réclamer une pension alimentaire. Ce que finalement Nathalie va finir par faire et Sylvain lui va prendre ça comme une trahison de sa part et selon les proches de ce dernier, quand il se sent trahi, Sylvain, il se venge. Le père de Sylvain va même évoquer, je cite, l'acharnement procédurier de son fils envers la mère de Mathis. Et en effet, ça va être le point de départ de son combat contre l'institution judiciaire. En 2007, finalement, le divorce est prononcé. La bataille de Sylvain paiera puisqu'il obtiendra la garde de Mathis un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Et à son tour, de son côté, il va donc revenir habiter sur Caen. Fin 2008, Nathalie aménage avec Alain, son nouveau compagnon, à Mondeville, près de Caen. Un dimanche soir, à l'automne 2010, Mathis pleure en revenant de chez son père. Il explique à sa mère qu'il n'a pas du tout passé un bon week-end avec lui. Il s'est retrouvé assis 2 jours sur une chaise pour copier des lignes toute la journée, tout le week-end. Il avait 7 ans à ce moment-là et il a écrit 600 lignes. Puis 15 jours après, lorsqu'il retourne chez son père, ça recommence. Une nouvelle fois, il fait face à une punition identique à la première. Pour Nathalie, c'en est trop. Elle considère ces punitions limite comme de la maltraitance et elle va expliquer, je cite, « J'ai dit à Mathis que j'allais le protéger et qu'il aurait des démarches à faire pour que ces punitions ne se reproduisent pas. » À partir de là, la guerre entre les 2 ex-époux s'amplifie. Nathalie va en effet contacter les services sociaux, judiciaires et la police pour justifier le fait de ne plus présenter Mathis à son ex-mari et le priver ainsi de son droit de visite et d'hébergement. Sylvain, de son côté, a toujours eu l'impression que la justice était du côté de la mère de Mathis, donc de Nathalie, qu'il ne s'est jamais vraiment senti écouté. Pendant plusieurs mois, soit environ 3 mois, Nathalie va empêcher Sylvain de voir son fils. Elle le sentait en danger avec lui et voulait absolument le protéger. Sylvain va donc déposer X plaintes pour non-présentation d'enfants, mais apparemment il ne sera pas vraiment entendu. Et Nathalie, de son côté, va vouloir faire réviser les droits de son ex-mari, donc de Sylvain, et notamment elle voulait faire mesurer l'état psychologique du père, donc de Sylvain, par le juge des affaires familiales. Suite à cela, le juge de la famille va réduire ses droits, donc il en aura lui de moins en moins, ce qui va le mettre dans une colère noire. Finalement, une procédure de mise à l'épreuve va être lancée. Il bénéficie donc d'un droit de visite uniquement dans un lieu neutre, en présence d'une tierce personne. Suite à cela, il va donc récupérer son droit de visite et d'hébergement le vendredi 2 septembre 2011. Et c'est vraiment la veille de la disparition de Mathis. C'est le week-end où tout va basculer. Contrainte par la justice, Nathalie est donc obligée de laisser Mathis à son père pour le week-end du 3-4 septembre 2011. Même si évidemment elle ne le souhaitait pas et elle sentait que ça pouvait être dangereux pour son fils. D'ailleurs, l'attitude de son fils ne la rassurait pas du tout. Mathis angoissait à l'idée de passer le week-end avec son père. Il faisait comprendre à sa mère qu'il ne voulait pas y aller. C'est dans la cour de l'école qu'il m'a dit « je veux pas aller chez papa, maman, je veux pas y aller ». Et il pleurait, je me suis dit c'est pas possible. Malheureusement, la justice a parlé et elle s'est sentie donc obligée de lui laisser pour le week-end, par peur de représailles judiciaires ou autres.
Elle raconte que la dernière image qu'elle a de son fils, c'est de le voir pleurer dans la cour de son école à Notre-Dame de Caen. Sylvain va donc récupérer Mathis le vendredi 2 septembre 2011 à 18h après son travail. C'est un homme très ponctuel, donc lui il vient toujours à l'heure pile, il vient pas avant, pas après, mais vraiment à l'heure pile. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est très important pour la suite, parce qu'en effet il était prévu que Sylvain ramène Mathis à sa mère, donc carrément à leur domicile, le dimanche 4 septembre 2011 à 18h. Donc d'habitude il est là à 18h tapante, et ce n'était pas le cas ce jour-là. Nathalie voit le temps passer, toujours pas de traces de Sylvain et de Mathis. Elle appelle Sylvain, il ne décroche pas, donc évidemment, elle s'inquiète. Et elle va dire, je cite, « J'ai tout de suite su qu'il s'était passé quelque chose ». Donc seulement environ 30 minutes après l'heure établie entre les deux parties, soit environ 18h30, la mère de Mathis se rend au commissariat. Donc là, on est le dimanche, 18h30. Ça peut paraître très tôt au niveau des horaires, mais au vu de ce que je vous ai expliqué, du conflit entre les deux parents, du fait que Sylvain venait seulement de récupérer son droit d'hébergement et de visite et qu'il n'est pas à l'heure, et que d'habitude il est toujours à l'heure, Nathalie a tout de suite craint pour la sécurité de Mathis et a raison. Les policiers obtiennent rapidement des parents de Monsieur Joanneau le numéro d'immatriculation de son camping-car. D'ailleurs, ce sont ces derniers qui ont vu pour la dernière fois Mathis lorsque Sylvain était venu les visiter à leur domicile, non loin de Caen, à Roselle, le week-end de l'enlèvement. Mais il ne leur avait rien dit de suspect. Le bureau du procureur autorise le jour même le suivi de la géolocalisation du téléphone portable de Sylvain. Et là, étrangement, on voit qu'il borne le dimanche soir et le lundi matin à 5h à Bayonne, dans le Pays Basque, région du sud-ouest de la France, donc plus du tout en Normandie. Il était assez compliqué de se faire une idée du trajet du téléphone portable car il semblait bouger tout le temps et c'était pas très cohérent. Apprenant l'information, la mère de Mathis va se rendre directement sur place à Bayonne pour espérer retrouver la trace de son fils. En constante relation avec les enquêteurs, il va lui être rapporté par ces derniers que le signal du téléphone portable remonte en Normandie. En fait, on se dit à ce moment-là, bon, il a eu un coup de sang, il est remonté parce qu'il est revenu à la raison et il va remettre l'enfant à sa mère comme prévu. À ce moment-là, c'est ce que se disait Nathalie, mais elle faisait complètement fausse route. En effet, la police et la gendarmerie avaient établi des barrages autoroutiers, notamment sur l'A28, dans l'espoir d'intercepter Sylvain en suivant le signal du téléphone. Malgré ces précautions, le véhicule du père de Mathis n'a jamais été aperçu, ce qui est assez étrange. Et on comprendra en fait très rapidement la supercherie réalisée par Sylvain pour brouiller les pistes. En fait, le portable était dans un camion de la poste. C'est pour ça que les gendarmes n'arrivaient pas à l'intercepter. Il a été posté par Sylvain quand il était dans le sud à l'attention de ses parents et le téléphone était resté allumé pendant le périple. Cela explique qu'il est borné à différents endroits et qu'il était observé remontant l'A10. Par ce procédé, donc, il a réussi à semer la police et la mère de Mathis. Donc c'était très bien réfléchi. Dans le courrier qui accompagne le téléphone portable reçu par les parents de Sylvain, il explique, je cite, que lui et Mathis sont en sécurité parce qu'ils ont des complices sûrs et puissants. Cela ne présage rien de bon et fait donc tout de suite évidemment penser à un enlèvement parental. Malheureusement, l'alerte enlèvement n'a pas été déclenchée car l'information concernant les difficultés auxquelles Nathalie faisait face avec Sylvain n'était pas connue de la gendarmerie. Et aujourd'hui, elle l'a encore en travers puisque cette alerte enlèvement, c'est vraiment une portée nationale et ça aurait pu amener à des témoignages rapides et importants qui auraient pu permettre de retrouver la trace de Mathis et de Sylvain très rapidement. Plusieurs jours passent et aucune nouvelle ni de Mathis ni de Sylvain. On retrouve cependant le camping-car de Sylvain 5 jours après la disparition. Donc on le retrouve dans le Calvados, sur un parking de Villers-Bocage, non loin d'un chantier sur lequel il avait travaillé en tant que maçon à 35 km de Caen. Le père et son fils y ont sûrement réalisé une halte très courte dans la soirée du 2 septembre après la sortie de Mathis de l'école. Parce qu'en effet, vers 20h30, un paillement atteste de leur passage au McDonald's de Bretteville-sur-Odon, une commune depuis
laquelle on accède à l'autoroute A84 pour prendre la direction de Villers-Bocage. Là, on retrouve le camping-car. Aucune trace de sang n'est décelée dans le camping-car. Et le lendemain de cette découverte, soit le 10 septembre 2011, c'est la voiture de Sylvain qu'on retrouve cette fois-ci, donc une Peugeot 206 break. Elle a été identifiée à la Once, dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans le break, les enquêteurs avaient trouvé des emballages de petits jeux de voyage et des tickets d'achat de jouets et 3 livres sur l'islam expliqués aux enfants. Achat effectué le 30 août 2011 à Caen. Donc juste avant la disparition. Alors pourquoi est-ce que c'est important à remettre dans le contexte? Tout simplement parce que Sylvain, juste après la séparation avec son ex-compagne Nathalie, s'était converti à l'islam. En effet, il s'était marié religieusement avec une Marocaine qui habitait donc au Maroc et il avait effectué sa conversion par rapport à cette relation amoureuse. Il faut savoir qu'ils n'étaient plus ensemble au moment de l'enlèvement et ce depuis assez peu de temps. Dans cette voiture, toujours aucune trace de sang et toujours aucune trace de Mathis ni de son père. Un mandat d'arrêt européen est donc lancé à son encontre et au total, il sera aperçu à 6 reprises, donc toujours seul, pas de trace de Mathis, et il finit par être arrêté le 9 décembre 2011 à Villeneuve-les-Avignon, dans le Gard, là où il a été aperçu par des témoins. Malheureusement, il est à nouveau tout seul, aucune trace de Mathis, personne ne dit l'avoir vu, et ce depuis un bon moment, sachant que ça fait environ 3 mois qu'il a disparu. Interrogé sur le sort de son enfant, Sylvain raconte qu'il a confié Mathis à des tiers de confiance et il fait référence à des frères musulmans. Il déclare que Mathis était, je cite, en sécurité avec ces personnes en lesquelles il dit avoir toute confiance et il ajoute également que, je cite, ses frères musulmans prendraient en charge Mathis s'il devait arriver quelque chose à son père. Nathalie va apprendre à ce moment-là avec effroi qu'en fait Sylvain la faisait passer pour morte auprès de Mathis. Il disait qu'elle était morte dans un accident de voiture, très certainement pour que Mathis ne demande plus après elle et qu'il ne la cherche pas. Sylvain est donc placé à ce moment-là en détention provisoire et mis en examen pour enlèvement et séquestration dans l'attente de son procès qui se tiendra en 2015. Il y a également une information judiciaire supplétive qui avait été ouverte dès 2013 pour homicide contre X afin d'élargir le cadre légal de l'enquête. Donc il y a vraiment 2 instructions différentes qui ont été ouvertes à ce moment-là. En enquêtant sur Sylvain et son entourage, on se rend compte qu'en fait il avait déjà, Sylvain, réalisé une première tentative d'enlèvement 9 mois avant l'enlèvement réussi en septembre 2011 de Mathis, soit en janvier 2011. Il avait essayé avant de se raviser, convaincu par sa nouvelle compagne de le ramener en Normandie. Donc à ce moment-là, il ne voulait pas dire où était son enfant, mais il assurait qu'il était en vie. Les parents de Sylvain, quand ils sont allés le voir en prison, c'était pour essayer de le faire parler, de le faire avouer, mais rien, il ne disait rien. D'ailleurs, dès qu'on évoquait Mathis, il se renfermait complètement. Finalement, ce procès pour enlèvement et séquestration s'est tenu en juin 2015 sur 4 jours. C'était une affaire qui était très médiatisée à l'époque, donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui voulaient y assister. Dès le départ, Sylvain, qui apparaît avec les cheveux longs, attachés et une barbe, explique qu'il ne parlera pas pour protéger des personnes. Sa famille, ses frères, ses sœurs et ses parents sont énervés contre lui. Ils ne comprennent pas son comportement et le fait qu'il ne veuille pas parler, qu'il se prenne un petit peu pour la star du moment. C'est vrai que c'est un peu étrange quand on voit les photos où il se donne de la force en levant le poing comme ça pour lui-même avant le début du procès. C'est vrai que c'est un peu étrange. Moi je le reconnais pas et j'ai pas envie de le reconnaître, j'ai que de la haine. Je m'excuse le terme mais il fait sa star en fait. Le problème c'est que nous ce qui nous intéresse c'est pas lui, on en a rien à faire de lui. Nous ce qui nous intéresse c'est Mathis et dès qu'on parle de Mathis, on lui pose des questions sur Mathis, la seule chose qu'il commence à nous dire, c'est moi je. Il fera néanmoins quelques révélations pendant ce procès, notamment il va dire à la cour que Mathis était lui aussi converti à l'islam et qu'il lui avait appris les premières prières. Donc peut-être que c'était pour ça l'achat des 3 livres de l'islam expliqués aux enfants. Il explique qu'il a changé de nom, donc un nom musulman, comme lui
Sylvain, qui se fait appeler par certains Yacine. Il dit n'avoir fait aucun mal à son fils et qu'il l'a confié à des personnes donc, de confiance après avoir passé un mois avec lui. Pourtant, il y a une ancienne discussion MSN qui est révélée où Sylvain écrit à une ancienne compagne et où il explique que, je cite, « Mathis est un enfant de la honte car il porte les gènes de sa mère, que si ça tourne mal, il ne s'en sent pas responsable et qu'il a fait le deuil. » C'est vrai que ces dires orientent plus vers un meurtre. Tout le monde est un peu perdu finalement lors du procès, mais lui, il affirme et il continue d'affirmer qu'il n'a pas tué son fils et il a dit qu'il ne va pas assumer plus que ce qu'il n'a déjà fait. La mère de Sylvain essaye de le bousculer en disant des choses quand même assez fortes à son fils, des mots durs, mais cela ne va rien changer. À un moment, il semblerait qu'il était sur le point de flancher, car il n'a pas de réponse à apporter à un détail qui lui est indiqué. En effet, dans sa voiture break retrouvée à la Once, on y retrouve également le rehausseur de Mathis. Or, si Mathis était parti, comme il le dit, en voiture avec des personnes de confiance, il leur aurait confié ce rehausseur. Pourquoi est-ce qu'il ne leur a pas donné? À cette question, il n'avait pas vraiment de réponse et on avait l'impression qu'il bégayait un petit peu. Il a expliqué non sans mal que la voiture des personnes qui ont pris Mathis n'avait pas besoin de rehausseur. Malheureusement, au moment où on sent qu'il était possiblement en train de flancher et qu'il pouvait peut-être dire plus d'informations concernant le lieu où était Mathis, une suspension de séance a été demandée. Le père de Mathis, donc pendant ce procès, explique aussi que l'enlèvement était programmé de longue date. Il disait, je cite, « Chaque semaine, j'allais retirer de l'argent à la banque pour vider mes comptes. J'ai eu jusqu'à 40 000 € en liquide chez moi. » Et il explique un peu plus de détails sur le fait qu'il ait voulu enlevé 9 mois avant Mathis, mais qu'il s'était ravisé parce que sa compagne de l'époque l'en avait dissuadé. En fait, pendant un week-end de garde en 2011, en effet, il s'était rendu jusqu'à la frontière espagnole, jusqu'à ce que sa compagne de l'époque l'en dissuade. Il explique également que durant un mois après la disparition de Mathis, donc entre septembre et octobre 2011, ils étaient tous deux ensemble à l'étranger, lui et Mathis. Il dira, je cite, « Je ne peux pas dire où, car ça compromettrait des personnes. » Et il dira également, je cite, « Je n'ai aucun élément qui me fasse douter des personnes à qui j'ai confié Mathis, qui me fasse penser qu'il va mal. Donc pour moi, il va bien. » Également, il va un peu parler de sa relation avec Nathalie en la dénigrant. Il va dire que Nathalie l'avait forcé à se marier alors que lui ne voulait pas. Et que dès qu'il s'était marié, dès qu'il se prenait la tête et qu'il n'était pas d'accord avec elle, elle lui faisait du chantage au divorce, ce qu'il expliquera avoir pris comme une trahison. Et vous savez, je vous ai expliqué, quand lui se sent trahi, apparemment il cherche à se venger. À l'issue du procès, Sylvain sera donc condamné à 20 ans de prison ferme pour enlèvement et séquestration et il sera donc écroué juste après. Sylvain ne fera pas appel de cette décision et malheureusement sur la question principale où est Mathis, on n'a eu à ce moment-là aucun élément qui aurait pu apporter une réponse claire, nette et précise. On ne sait pas où il est et on n'a pas d'indice. De son côté, Nathalie, elle, depuis le départ, elle se bat en parallèle des enquêtes ouverte et elle continue de se battre évidemment même après le procès. Elle a médiatisé l'affaire, elle se démène depuis maintenant près de 13 ans, elle multiplie les initiatives personnelles pour obtenir plus de moyens sur l'enquête. Elle a même réussi à un moment à décrocher un rendez-vous avec le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'Intérieur. Elle a même fait un appel aux ravisseurs et elle a fait un appel à récompense, donc 15 000 € est promis à toute personne qui pourrait l'amener à Mathis. Cette démarche avait été validée par le ministère de l'Intérieur et le parquet de Caen à l'époque. Elle mène évidemment sa propre enquête. Elle a voyagé dans le sud, au nord de l'Espagne, tout en distribuant des affiches et des avis de recherche. Des recherches sont lancées dans des institutions musulmanes et chrétiennes en Espagne, en Italie et au Maroc, ce qui ne donne aucun résultat. L'avocate de Nathalie met en lumière très souvent la lenteur de la justice. Sur ce dossier d'ailleurs, plusieurs juges d'instruction se sont succédés, ce qui a considérablement ralenti les actions. Plusieurs demandes d'actes ont été réalisées, mais les actes ont été réalisés
très lentement, ce qui fait que des années passent sans que certains actes n'aient été réalisés jusqu'à cette année en 2024. Des portraits vieillis de Matisse, que je suis sûre vous avez déjà vu passer, ont été réalisés en 2015 avec l'aide d'un logiciel par une association américaine qui travaille avec le FBI afin d'aider à visualiser son évolution physique. Là, je vous présente des portraits vieillis de Matisse, âgé de 12 ans et de 16 ans. Toujours en 2015, en novembre, Nathalie Barré écrit son livre dans lequel il figure le récit de son combat pour retrouver Matisse, le livre qui s'intitule « Il m'a pris mon fils ». En juillet 2016, Sylvain envoie un message à France 3 Normandie. Alors France 3 Normandie, ils suivent vraiment l'affaire Mathis Jouanneau de près et ils ont même réalisé en 2022 un reportage très complet. Donc Sylvain parle comme si Mathis était encore en vie et avec des gens de confiance. Il explique qu'il craignait qu'après le procès, Mathis revienne vers sa mère, mais il est heureux qu'il ne l'ait pas fait. Pour lui, dans l'intérêt de Mathis, son silence reste la meilleure solution. Donc lassée par l'absence de résultats, la mère de Mathis a lancé le 10 février 2019 une cagnotte sur Litchi dans laquelle un an plus tard, en mars 2020, près de 4 600 € ont été récoltés. Donc ces fonds collectés ont permis de mener des recherches privées parallèle à celle des enquêteurs, dans le cadre de l'enquête pour homicide qui est toujours ouverte, je vous le rappelle. En 2019, dans le cadre de cette enquête, donc l'avocate de Nathalie Barré, qui s'appelle Aline Lebray, décide de déposer une assignation contre l'État pour dysfonctionnement du service public de la justice. En 2020, on a le dossier qui a été analysé par l'OCRVP, soit l'Office central pour la répression des violences aux personnes. C'est toujours intéressant puisqu'ils font vraiment un point sur tous les éléments qu'ils ont du dossier, ils vont faire même des rapprochements, des analyses statistiques et c'est vraiment un élément important du dossier qu'ils proposent derrière. Donc en 2021, on commence à se rapprocher là de 2024, il y a un appel à témoins qui est lancé par la famille sur le plateau de l'émission du même nom sur M6, donc ça va relancer un appel national. Malheureusement, ça ne va pas apporter d'éléments très importants dans ce dossier. On a aussi cette année-là un des frères de Matisse, Vincent Lamarre, qui utilise ses réseaux sociaux pour relayer un appel à témoins. Donc je vous mets cet appel à témoins ici. Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo un peu particulière pour mon petit frère, Matisse, qui a disparu depuis déjà 10 ans. Il a été enlevé par son père à l'âge de 8 ans à Caen, dans le Calvados, le 4 septembre 2011. Et depuis, on ne l'a jamais retrouvé. Son père a été arrêté en décembre de la même année. Il a dit à la police qu'il a confié Matisse à des tiers et qu'il ne dira jamais où il est. Son père a été arrêté dans la même année, en décembre. A eu lieu son procès en juin 2015 aux assises de la cour de Caen. Et il a été condamné à 20 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle de mon petit frère. On sait toujours pas où il est. On a exploré des milliers de pistes. Ma maman a déplacé des montagnes, a fait des milliers de télé, a fait beaucoup d'articles dans les journaux, elle a sorti un livre notamment, mais on est toujours sans nouvelles de mon petit frère. Je connais la puissance des réseaux sociaux, donc je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo, donner la force à toute ma famille et à ma maman notamment s'il vous plaît, et je vous en serai très reconnaissant. Merci. En septembre 2022, Sylvain Jouanneau va demander la révision de sa condamnation auprès de la Cour de cassation. Pour cette démarche exceptionnelle, normalement, pour que ça aboutisse, il faut que le condamné puisse apporter un fait nouveau ou un élément inconnu du tribunal lors de son procès. Donc évidemment, sa demande est rejetée et puis il est transféré dans une prison plus adaptée aux longues peines à ce moment-là, donc en Dordogne. Finalement, et là on arrive cette année, le 19 avril 2024, soit près de 13 ans après la disparition de Matisse, Sylvain Jouanneau a été mis en examen pour le meurtre de son fils et placé donc en détention provisoire. Donc toujours dans le cadre de l'information judiciaire pour homicide qui avait été ouverte en 2013. Alors pourquoi ? Alors que cette enquête justement elle a été ouverte en 2013, il a fallu attendre 2024 pour que les choses bougent enfin. Alors en premier lieu, et je vous ai déjà donné la réponse un petit peu avant, c'est selon les dires de l'avocate de Nathalie dû à la lenteur de la justice qui n'avait pas réalisé certaines vérifications avant très récemment. En effet, c'est surtout la découverte de la présence de l'ADN de Matisse sur le tapis du coffre de la 206 du mis en cause retrouvé en 2011 à la 11 qui est l'élément majeur de la mise en examen de Sylvain Jouanneau. En effet, c'est extrêmement troublant puisque si on retrouve de l'ADN sur le tapis du coffre de la voiture, ça veut dire que Matisse s'est très certainement retrouvé allongé là. Et lorsqu'on allonge dans le cadre d'un enlèvement, une séquestration,
un enfant dans le coffre d'une voiture, c'est très généralement parce que malheureusement l'enfant n'est plus en vie, mais on peut se tromper évidemment. Donc l'avocate de Nathalie, donc maître Lebray, avait après le procès en 2015 jamais lâché l'affaire et elle avait fait dès 2016 des demandes d'actes d'investigation qui ont été réalisées, mais les analyses ADN sont arrivées malheureusement en dernier, donc il y a 1 an et demi environ, soit en 2022. Et ensuite, il y a eu le temps de travail et de comparaison ADN par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, plus communément appelé l'IGRCGN. Cette instruction ouverte pour homicide, ouverte en parallèle de celle pour enlèvement et séquestration de Mathis, a permis que les investigations pour faire toute la lumière sur la disparition du jeune garçon ait pu continuer donc après le procès de 2015. En plus des résultats ADN qui confortent donc malheureusement des doutes sur le destin tragique de Mathis, les paroles du père au procès de 2015 résonnent et appuient les doutes actuels concernant la disparition de Mathis. En effet, il avait expliqué que Mathis, à ses 18 ans, serait réapparu et aurait dit qu'il était fort bien et que son père avait pris une bonne décision. Mais vous vous en doutez, ça n'est jamais arrivé. Mathis ne s'est jamais manifesté. Aujourd'hui, il aurait 21 ans. Donc cette mise en examen et ce placement en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel interviennent alors que le père du jeune disparu est libérable en mai 2028 dans le cadre de sa condamnation pour enlèvement et séquestration. Il y a une source judiciaire proche du dossier qui va expliquer, je cite, « Cette détention est motivée par le fait qu'il aurait pu bénéficier d'aménagement de peine avant mai 2028 en lien avec sa première condamnation. » Cette personne explique également qu'il y a des problématiques d'incohérence, le fait que ce soit le dernier à l'avoir vu vivant, le fait que plusieurs personnes l'ont vu tout seul après l'avoir enlevé, alors qu'il disait avoir passé 1 mois avec lui après l'enlèvement, ou encore que l'on a retrouvé de l'ADN de l'enfant sur le tapis de sol du coffre de la voiture dont il s'est servi. Donc évidemment, Sylvain Joanneau fait appel de cette décision de placement provisoire en détention, mais le mardi 7 mai 2024, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, qui a été saisie par le mis en cause, a confirmé son placement en détention. Très intéressant également, l'intervention du psychiatre Daniel Zaguri qui a pu établir un profil psychologique de Sylvain Joanneau. Selon lui, l'hypothèse, hélas la plus probable, est la mort de l'enfant. Il parle du syndrome de Médée, défini comme une modalité de harcèlement utilisée par l'un des parents dans un contexte de séparation conjugale visant à priver l'autre parent de ses enfants. L'enfant est alors utilisé comme instrument de vengeance. Et je vous l'ai dit, Sylvain s'est senti trahi par son ex-femme et quand il se sent trahi, il veut se venger. Et donc il aurait utilisé Mathis comme instrument de vengeance. Toujours selon le psychiatre, Sylvain Joanneau n'est pas atteint de maladie mentale, mais souffre de forts troubles de personnalité qui ont pu altérer son discernement. Il relève également, je cite, qu'aucune inquiétude ne transpire de son discours vis-à-vis de son fils, qu'il pourrait avoir gommé son acte de sa propre mémoire pour retarder le moment de la confrontation avec son geste. Quant à l'insoutenable silence, il est possible, malheureusement, voire probable, toujours selon ce psychiatre, qu'il dure pour le restant de ses jours. Donc aujourd'hui, je ne vous ferai pas de partie spéciale pour les hypothèses, car là, on est dans un cas d'enlèvement parental avéré pour lequel le père de l'enfant a été reconnu coupable et a même d'ailleurs reconnu les faits. Cependant, à la question « Où est Mathis aujourd'hui ?», on peut définir 2 cas. Un plus positif, Mathis a pu en effet, selon les dires de Sylvain Joanneau, être confié après 1 mois passé avec son père à l'étranger à des frères musulmans de confiance, comme les a nommés Sylvain. Alors où, en France ou à l'étranger, je pencherai moi plutôt vers la deuxième solution. Peut-être que Mathis, pensant sa mère morte comme l'a indiqué son père, a été élevé dans une famille, dans une communauté, a changé de nom pour un nom musulman, s'il est, comme l'explique Sylvain, lui-même converti, et en fait ne sait rien de tout le drame qui entoure son départ. Peut-être ne sait-il même pas qu'il a disparu et il vit une vie complètement déconnectée de tout ce qui se passe autour de son enlèvement, et très certainement donc à l'étranger. Malheureusement, les derniers éléments mis à jour cette année en 2024
dans la disparition du garçon nous font penser à un possible meurtre commis par le père de l'enfant sous fond de vengeance envers son ex-compagne. Tous les petits détails que je vous ai cités, à savoir son siège auto toujours dans sa voiture, le fait qu'il explique avoir été un mois avec lui après sa disparition alors qu'il a toujours été aperçu seul, que Mathis n'a jamais été revu ensuite, les discussions sur les réseaux expliquant que c'est un enfant de la honte, le fait qu'il ne revienne pas à sa majorité, ou encore et surtout l'ADN du disparu retrouvé sur le tapis du coffre de la voiture de Sylvain, font en effet penser à cette hypothèse. Mais alors si cette hypothèse du meurtre est la bonne, qu'en est-il du mode opératoire et du lieu où le corps de Mathis reposerait depuis tout ce temps? Aujourd'hui, personne ne peut le dire, excepté Sylvain Jouanneau, qui malheureusement garde le silence sur des points cruciaux, même plus que cruciaux, de l'enquête. Il y a 2 ans, avant les derniers éléments que je vous ai rapportés dans cette vidéo, Nathalie, éprouvée mais forte, expliquait à France 3 Normandie, je cite, « Je fais aller, même si j'ai constamment à l'esprit mon fils et l'impression d'être enterrée vivante. Je continue mes recherches car je suis persuadée que Mathis est vivant. Je me suis remise à travailler, ça m'a fait du bien. Au moment de sa disparition, j'ai été contrainte d'abandonner le magasin de jouets en bois que je tenais à Caen. Je n'y étais plus suffisamment présente. J'ai ensuite mené pendant 3 ans un combat contre le cancer. Aujourd'hui, je suis toujours sous traitement médicamenteux pour établir mon équilibre psychologique. Sinon, je serais sous l'eau depuis bien longtemps. Lorsque je ne suis pas active, la souffrance revient. Alors même quand on n'a plus rien, il faut se raccrocher à quelque chose. J'ai toujours Mathis à l'esprit, mais il faut essayer de ne pas se laisser envahir par les pensées sombres et les angoisses, même si cette lutte est épuisante au quotidien. À l'époque, l'émission avait partagé une adresse mail que le gouvernement avait mis en place, que je vous donne ici. Donc je pense qu'elle est encore bonne, je vous la donne ici, c'est jouanneau@intérieur.gouv.fr. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Alors c'est un dossier que je voulais traiter depuis un moment puisque j'ai en tête ce portrait robot vieilli de Mathis et je ne connaissais pas ce qui se passait réellement derrière cette disparition. Donc quand je me suis plongée dans cette histoire, j'ai été assez choquée finalement, puis j'arrive pas à m'imaginer et j'espère ne jamais être à la place de Nathalie, de ne pas savoir ce qui est arrivé à son enfant, tout en sachant qu'il y a quelqu'un qui le sait mais qui ne veut juste pas dire. On ne sait même pas s'il est en vie, s'il est décédé, on ne sait pas s'il est ailleurs, on ne sait pas si malheureusement il a été enterré. Donc vraiment, je me dis que c'est une femme très forte, et en plus qui derrière a subi un cancer, aujourd'hui elle s'en est relevée. Il y a ces nouvelles analyses ADN qui ne disent rien, mais qui font en même temps penser au pire. Évidemment, j'envoie plein de bonnes ondes à la famille de Mathis. J'espère qu'un jour on saura ce qui s'est réellement passé, et il ne faut pas oublier son histoire à ce jeune garçon qui malheureusement n'a pas eu de chance, ou en tout cas j'espère aujourd'hui, s'il est en vie, qu'il arrive à vivre une vie plutôt correcte et qu'un jour peut-être il reviendra vers sa mère. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Tu vois, non Tout ce qu'il y a. Bah oui.